Plus addictif que le poivre ou la cannelle, le sucre se répand comme une traînée de poudre en Europe. À partir du XVIIe siècle, l'aliment rare et coûteux fait tourner les têtes. Dans les salons de Londres, Amsterdam ou Paris, la fièvre du sucre est telle qu'une nouvelle génération d'aventuriers est prête à tout pour avoir sa part du gâteau. Qu'ils soient armateurs, marchands ou flibustiers, ils se rendent à l'évidence. Pour produire du sucre, il faut beaucoup d'esclaves. 1620. Un siècle après l'introduction des premières plantations au Brésil, l'Atlantique devient le champ de bataille de la guerre du sucre. La Hollande, l'Angleterre et la France veulent briser l'hégémonie de l'Espagne et du Portugal sur le Nouveau Monde. Elles colonisent les Caraïbes, ces confettis d'îles propices à la culture du sucre. Les Hollandais s'emparent de Curaçao, Saint-Eustache et Saint-Martin. Les Français de Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique et la Grenade. Les Anglais, eux, s'imposent aux Bahamas, en Jamaïque, à Antigua, la Barbade et la Dominique. Seuls Cuba et Porto Rico restent sous bannière espagnole. Après l'extermination des Indiens Arawaks, ces terres fertiles voient fleurir les premières cannes à sucre. Les ports doivent s'adapter à cette course vers l'Afrique et les Caraïbes. À Londres, Blackwall devient le quai de la traite négrière. Ici, on embarque les marchandises de traite. Étoffes précieuses, bijoux, porcelaine, armes, eau de vie achetée à crédit avec l'argent des banques. Autour de l'embarcadère se déploie peu à peu un gigantesque complexe portuaire, une ville dans la ville entièrement dédiée à ce nouveau commerce. Après Londres en 1663, tous les grands ports maritimes l'un après l'autre se ruent sur ce trafic juteux. Lorient, Copenhague, La Rochelle, Bristol, Nantes, Liverpool, Bordeaux, Anvers. Des quatre coins de l'Europe, des navires négriers mettent le cap sur l'Afrique. Quand j'ai découvert que les vaisseaux négriers ne partaient pas seulement de Liverpool ou de Nantes, mais de tous les ports de l'Atlantique, dès qu'un port devenait assez grand pour envisager la traversée, il y avait de fortes chances pour qu'il s'agisse de traite négrière. Il y a en tout 170 petits ports. Aujourd'hui, les gens ne se doutent pas que ces ports étaient jadis dédiés à la traite. Saint-Pierre-Port, dans les îles anglo-normandes, un endroit charmant, était pourtant un port négrier. Des ports français s'élancent plus de 3500 expéditions en 2 siècles. Avec plus de la moitié d'entre elles, Nantes est le champion français du commerce triangulaire. Les mascarons africains du quai de la Fosse ou de l'île Fédot évoquent le temps où les grandes familles de négriers se flattaient d'être les principaux artisans de la prospérité de la ville, ce qui faisait de Nantes le plus important port de commerce de l'Hexagone. La richesse des riches s'est faite sur l'esclavage. Donc il y a les négociants, les armateurs, tous ceux qui produisent les denrées, donc le vin, les producteurs de vin, les producteurs de farine, les producteurs de tissus, les producteurs de quincaillerie. Tous les ports atlantiques, en fait, irriguent un arrière-pays qui va très loin, parce que pour Nantes, ça va jusqu'à Orléans, par exemple. C'est-à-dire ça remonte tous les fleuves. Donc l'esclavage produit de la richesse qui est une richesse essentielle pour la France. 1669. De Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, l'argent de l'esclavage remonte par les fleuves jusqu'à Rouen, Orléans et Angoulême. Il rejaillit sur l'intérieur des terres au point de devenir un enjeu national. Louis XIV l'a bien compris. S'il veut gagner la guerre du sucre, il lui faut une flotte digne de ce nom. Louis XIV ordonne la construction de 500 galions. L'Atlantique devient le théâtre d'une guerre navale entre la France, l'Angleterre et la Hollande. Une lutte à mort où chaque bateau coulé représente une perte sèche pour l'économie du pays. Dans ce document comptable rédigé en 1688 par la Royal African Company, on apprend qu'en 8 ans, 60 783 captifs ont été embarqués par la compagnie anglaise. Chaque captif leur a coûté entre 8 et 12 livres sterling, soit l'équivalent aujourd'hui de 950 à 1500 € par tête. Tous ont été achetés avec des marchandises de traite.
La demande en esclaves est telle que les Européens poussent leurs partenaires africains à planifier, rationaliser et industrialiser leurs méthodes pour organiser cette déportation de masse. Les esclaves étaient souvent achetés à crédit. C'est-à-dire que les bateaux européens arrivaient avec une pleine cargaison de tissus, d'objets en métal, de rhum, de tabac, tout un tas de choses. Et on donnait tout ça à crédit aux marchands locaux. Ils emportaient ces marchandises à l'intérieur des terres pour acheter des esclaves, puis ils revenaient. La principale conséquence a été le niveau croissant de la violence et le niveau de tension qui ont gagné l'ensemble de la société. C'était aussi l'occasion pour de nouveaux hommes forts de s'imposer, de nouveaux puissants leaders. Un tel récupérait des armes, un tel devenait plus agressif, ils se constituaient leur propre clan et subitement ils étaient puissants. Parmi ces caïds, Antera Duke, un important courtier africain originaire de Calabar. Dans son journal, il parle de ses méthodes pour terroriser les captifs, enlèvement, séquestration, assassinat. Un navire négrier parti de Saint-Malo, le Marie Séraphique, accoste à Loango au royaume Congo. Les dessins de son capitaine révèlent tous les détails des tractations entre Européens et Africains. Les marchands de la côte savent que le capitaine du Marie Séraphique est pressé. Il doit absolument arriver aux Antilles avant la récolte. C'est le moment de l'année où les esclaves se vendent le mieux et que le meilleur sucre est disponible. Alors ils font durer les négociations le plus longtemps possible pour faire grimper les prix. Cela prendra en tout 116 jours pour rassembler 312 captifs. Le Marie Séraphique arrive à Saint-Domingue un an après son départ de France. Seuls 9 captifs ont péri. Un bon ratio pour l'équipage qui fête son succès. Dans les dessins du Marie Séraphique, rien ne ressort de la détresse des captifs. Ce sont des ombres comptées, déshumanisées, rangés comme des tonneaux à fond de cale. Dans de nombreux cas, le convoyage vire au cauchemar. Il faut bien comprendre que la violence à bord des bateaux négriers était sélective. Aucun capitaine ne voulait tuer tous les esclaves, parce que le voyage n'aurait alors rien rapporté. Donc, en cas de résistance, ce que faisait le capitaine, c'est qu'il organisait un spectacle durant lequel un petit nombre de personnes étaient exécutées de façon extrêmement violente et atroce afin de terroriser tous les autres. Les esclaves devaient tous monter sur le pont pour assister aux exécutions. Le chirurgien d'un bateau a raconté que souvent le pont principal était entièrement inondé de sang à la suite de ces révoltes avortées. Elles étaient fréquentes et presque toujours réprimées. Les capitaines profitaient de la situation pour tuer un petit nombre d'esclaves afin d'intimider tous les autres. Le message étant, si vous résistez, voilà ce qui vous attend.